Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on se lance à l'aventure et à la découverte du nouveau jeu de cartes à collectionner Disney Lorcana qu'on entend parler à peu près partout sur les médias sociaux présentement. C'est un jeu qui est édité en 2023 par Ravensburger et pour nous au Québec, il sera distribué en français par Randolph. Le jeu nous vient des designers Ryan Miller. J'espère que c'est pas l'ancien gardien de but de la LNH. Et Steve Warner, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs, mais honnêtement, c'est un jeu qui est pensé pour 2 joueurs, comme la majorité des jeux de cartes à collectionner. Et les parties vont durer entre 20 à 30 minutes. Le but du jeu va être d'atteindre 20 éclats de lore pour découvrir sur l'univers magique de Lorcana avec nos personnages. Les joueurs vont incarner des illumineurs qui vont utiliser de l'encre magique pour recréer les différents personnages de Disney et les utiliser pour leur quête de savoir des éclats de lore pour tenter de l'emporter. Alors, Disney Lorcana, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Premièrement, avant de jouer une partie de Disney Lorcana, il faut assembler son deck. On peut acheter des decks préfaits, qu'on appelle les decks de démarrage, qui vont nous permettre d'avoir assez de cartes déjà prêtes pour pouvoir y jouer. Mais ce sont des decks qui sont faits majoritairement de cartes communes et qui ont aussi très peu de synergie à l'intérieur de ceux-ci. Sinon, on peut assembler nous-mêmes notre deck avec nos cartes en respectant les 3 règles de restriction pour les decks. Premièrement, on doit avoir un minimum de 60 cartes à l'intérieur de notre deck et on peut utiliser un maximum de 2 encres qui sont les couleurs des cartes. On voit qu'il y a 6 couleurs de cartes différentes. On a les cartes rouges, vertes, mauves, grises, jaunes et bleues. On appelle cela des encres. Donc, on peut avoir 2 encres différentes dans un deck. Donc, je peux mettre des cartes mélangées de 2 couleurs maximum. Chaque type d'encre possède ses propres spécialités et affinités, donc en les mélangeant, on peut faire différentes synergies de deck. Pour les cartes jaunes, donc l'encre ambre, ce sont des effets qui ont beaucoup d'effets pour se soigner, pour faire du support, donner des boosts à certaines cartes. Il y a aussi beaucoup de synergie avec les cartes de princesse. Pour les cartes mauves, c'est l'encre améthyste, ce sont des cartes qui sont axées sur la magie, donc qui vont nous donner différentes cartes qui vont faire des effets de contrôle et de soutien. Les cartes vertes pour l'encre émeraude, c'est une couleur qui peut s'adapter à différentes situations. On a donc un peu de tout à l'intérieur de cette couleur. Pour les cartes rouges, c'est l'encre rubis. On a beaucoup de cartes qui ont des forces élevées. On a donc des cartes qui sont très efficaces pour faire des défis et beaucoup de cartes qui ont des effets pour bannir ou détruire des cartes adverses. Les cartes bleues avec l'encre saphir sont des cartes qui demandent un peu plus de stratégie. Ce sont des cartes qui sont moins fortes en force brute, mais qui vont avoir différentes habiletés stratégiques qu'il faut apprendre à bien manœuvrer. Les cartes grises sont des cartes qui sont axées sur les défis. On a beaucoup de cartes qui vont nous permettre d'aller défier les autres cartes et on a aussi des cartes qui permettent de faire beaucoup de points de dégâts aux cartes personnages adverses pour pouvoir le ralentir et ainsi gagner la course au lore. De plus, on peut mettre un maximum de 4 exemplaires d'une carte à l'intérieur de notre deck. Il faut faire attention, il y a des cartes qui ont le même nom mais qui n'auront pas le même sous-titre. Alors elles sont considérées comme des cartes différentes. Dans ce cas-ci, je pourrais avoir dans mon deck 4 cartes Aladdin Vaurien et 4 cartes Aladdin de Prince Ali puisque ce n'est pas la même carte. Maintenant que notre deck est construit, les joueurs vont aller placer un tapis de jeu devant eux et ils vont aller placer leur deck sur l'espace respectif. On va aller placer un marqueur de lore sur la case 0 de la piste de lore de notre plateau personnel. On va former une réserve avec les jetons de points de dégâts et on va déterminer un premier joueur au hasard. Et les joueurs vont ensuite piocher 7 cartes de leur deck pour former leur main de départ.
Les joueurs ont le droit à un mulligan, c'est-à-dire qu'ils vont consulter les cartes de leur main de départ et peuvent choisir les cartes qu'ils veulent défausser pour en repiocher le même nombre. On peut effectuer cette manœuvre une seule fois, donc je pourrais dire que les 3 cartes ici ne sont pas des bonnes cartes à avoir en début de partie, donc on va aller les remettre sous notre deck, on va aller piocher 3 cartes pour les remplacer et ensuite on va remélanger notre deck pour le replacer à son endroit respectif et enfin débuter la partie. Une partie de Disney Lorcana se joue à tour de rôle. À son tour, un joueur va pouvoir jouer les cartes qui sont dans sa main en utilisant les ressources qui sont dans sa réserve d'encre pour pouvoir les placer dans sa zone de jeu. On pourra ensuite, dans les tours suivants, utiliser les habiletés des différentes cartes personnages qu'on aura placées en jeu pour nous aider à aller à l'aventure, ce qui va nous donner des éclats de lore pour avancer sur la piste de lore de notre plateau personnel. On pourra aussi défier les personnages adverses, on pourra jouer des cartes d'objets pour nous donner différentes habiletés, on pourra jouer des cartes actions qui ont des effets immédiats et on pourra même chanter des chansons qui auront aussi des effets de jeu qu'on pourra faire. Les joueurs vont alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs atteigne la case 20 éclats de lore sur son plateau personnel et ce joueur remportera immédiatement la partie. Un tour de jeu se sépare en 2 phases, la première étant la phase d'éveil. Premièrement, les joueurs vont redresser les cartes qui sont épuisées dans leur zone de jeu. On n'en a évidemment pas au début de la partie, mais dans les tours suivants, si on a des cartes qui sont inclinées comme cela, elles sont considérées épuisées. Donc au début de notre tour, on va les incliner du bon côté pour les remettre droites. Et à ce moment-là, elles seront redressées et on pourra les réactiver pendant notre tour de jeu. On va ensuite regarder sur les cartes dans notre zone de jeu si on a certaines d'entre elles qui ont des effets de début de tour de jeu. Si on en a, à ce moment-là, elles vont s'activer. On va suivre les indications qui sont sur les cartes. Finalement, le joueur va aller piocher une carte de son deck et l'ajouter dans sa main. Mais le premier joueur qui commence la partie va sauter cette phase. Donc, il ne piochera pas de carte. C'est le désavantage d'être premier joueur pour compenser avec le fait qu'on commence la partie. On passe ensuite à la phase principale. C'est là que le joueur va faire son tour de jeu. C'est-à-dire qu'il pourra jouer des cartes de sa main en utilisant les cartes d'encre qui sont dans sa réserve d'encre pour payer les coûts de ses cartes. Il pourra aussi utiliser les cartes qui sont dans sa zone de jeu pour pouvoir faire différentes habiletés ou actions. Voyons maintenant toutes les actions que le joueur peut effectuer à son tour de jeu. Premièrement, une fois dans notre tour de jeu, n'importe quand, on peut ajouter une carte de notre main dans notre réserve d'encre pour qu'elle devienne une ressource d'encre pour le reste de la partie et on pourra utiliser cette carte pour payer les coûts des autres cartes dans notre main pour les mettre en jeu. On peut seulement utiliser des cartes qui ont le symbole de l'encre. Donc ici, dans le coin des cartes, on a le coût qui est un chiffre. Et s'il est entouré du symbole d'encre, ça veut dire qu'on peut transformer cette carte en encre. Mais s'il n'y a pas ce symbole autour, comme la carte qui est ici, ça veut dire que cette carte ne peut pas être transformée en encre. Donc je pourrais transformer la carte de Yago en encre. Je vais donc la retourner de l'autre côté et la placer dans ma réserve d'encre. Pour s'assurer qu'on utilise une carte qui peut être transformée en encre, on va montrer la carte à notre adversaire avant pour s'assurer qu'il y a le symbole et ensuite on va la placer dans notre réserve d'encre. Cette action est limitée à une fois par tour. On peut seulement placer une carte dans notre réserve d'encre, à moins qu'on fasse un effet de jeu qui nous dit le contraire. Maintenant, on peut utiliser cette carte d'encre pour aller jouer une carte dans notre main qui a un coût de 1. Je vais donc incliner ma carte d'encre pour l'utiliser et je vais aller jouer de ma main la carte du sergent Dibs qui a un coût de 1. Je vais donc la placer dans ma zone de jeu et elle arrive en jeu redressée. C'est donc une carte de personnage et ce sont des cartes qu'on ne peut pas utiliser le premier tour qu'ils arrivent en jeu. Donc je ne pourrais pas l'utiliser pour faire différentes actions et je ne pourrais pas activer son habileté s'il en avait une. Il existe principalement 3 types de cartes dans Disney Lorcana. Premièrement, on a les cartes de personnages, comme la carte d'Aladin. Lorsqu'on met une carte personnage en jeu, on ne peut pas l'utiliser pour faire des actions dans le tour où il arrive en jeu. À partir du tour suivant, on pourra l'utiliser en l'inclinant pour effectuer différentes actions comme défier un personnage adverse, partir à l'aventure ou bien activer une habileté qui est indiquée sur la carte. Les cartes personnages ont plusieurs valeurs sur leur carte. Premièrement, on retrouve la force. Donc ici, Aladin a une force de 2. C'est la quantité de dommages qu'il va effectuer à l'adversaire lorsqu'il va le défier. Et le deuxième chiffre ici dans le bouclier est sa volonté, qui sont en quelque sorte ses points de vie. Donc lorsqu'il reçoit des jetons de points de dégâts, s'il en a autant ou plus que sa volonté, à ce moment-là, il sera banni et sera placé dans la défausse du joueur. Et on retrouve ici les symboles de lore. Ici, il y a un symbole, donc c'est sa capacité de lore. Lorsqu'il sera utilisé
l'utiliser pour partir à l'aventure. Il va nous donner un point de lore. On va donc avancer d'un sur la piste. Et on vous rappelle que c'est le but du jeu d'atteindre 20 points de lore pour remporter la partie. Et les cartes personnages possèdent aussi certaines habiletés qui seront décrites dans le bas de la carte, ainsi que certains mots-clés qu'on vous montrera un peu plus tard. Le deuxième type de carte sont les cartes objets, comme le cimetière. Une carte objet, lorsqu'elle est placée en jeu, contrairement à une carte personnage, on peut utiliser son habileté immédiatement. Et son habileté sera décrite dans le bas de la carte et souvent elle demandera d'incliner cette carte pour pouvoir utiliser l'habileté et même quelquefois de payer un coût avec des ressources d'encre. Le troisième type de carte sont les cartes actions. Lorsqu'on va jouer une carte action, on va appliquer l'effet qui est sur la carte. C'est un effet instantané et ensuite cette carte sera placée immédiatement dans notre défausse. Et parmi les cartes actions, on va retrouver des cartes qui ont le mot-clé chanson. C'est une catégorie de cartes actions qui ont des règles un peu spéciales. Ce sont des cartes actions qui nous offrent un coût alternatif. On pourrait la jouer comme une carte action normalement, c'est-à-dire payer le coût de 3 encres, effectuer cette action et lire le texte et appliquer son effet immédiatement et placer ensuite cette carte dans la défausse. Mais comme c'est une carte chanson, on peut aussi décider de la faire chanter par un de nos personnages qui est dans notre zone de jeu, ce qui fait qu'on va pouvoir jouer la carte gratuitement au lieu d'utiliser de l'encre de notre réserve d'encre. Pour ce faire, on va regarder sur la carte chanson et on va regarder le coût minimum que le personnage doit avoir pour la chanter. Donc ici, c'est un coût de 3. Donc si j'incline ma carte Aladdin, qui a un coût de 3, je pourrais jouer gratuitement cette chanson et appliquer son effet comme si c'était une carte action. Comme on doit incliner une carte personnage pour qu'il chante une chanson, on ne peut pas le faire si il a été joué ce tour de jeu puisqu'on ne peut pas l'utiliser dans le tour qui vient d'arriver. Une action qu'on peut faire avec nos cartes personnages, c'est de les envoyer à l'aventure, ce qui va nous permettre de gagner des éclats de lore et d'augmenter sur la piste de lore pour tenter de gagner la partie. Je pourrais donc décider d'envoyer le sergent Tibbs à l'aventure, donc on va incliner sa carte pour l'épuiser et on va gagner le nombre d'éclats qui est indiqué sur sa carte. Dans son cas, c'est un éclat. On va donc avancer d'un sur la piste d'éclats. On peut aussi utiliser nos cartes personnages pour défier un personnage adverse qui est épuisé. Par exemple, je pourrais utiliser Aladdin pour défier soit le capitaine Crochet ou le prince Eric, mais je ne peux pas défier Mickey Mouse puisqu'il est redressé. Avant de faire mon action de défi, je vais utiliser l'action du cimetière. Donc, je vais incliner le cimetière et je vais donner plus 1 d'attaque à Aladdin. Mais comme c'est un personnage Aladdin, le cimetière fait un effet encore meilleur. Il lui donne plus 2 à sa force. Il a maintenant une force de 4 avec le cimetière. Je vais donc l'incliner pour faire mon défi et c'est l'attaquant qui va choisir qui il veut défier parmi les personnages épuisés de son adversaire. Je vais donc décider d'aller défier le prince Eric. Les deux personnages vont s'infliger simultanément des dégâts égaux à leur force. Donc ici, le prince Eric a 1 de force, il va faire 1 dégât à Aladdin. On va donc ajouter un jeton de points de dégâts sur sa carte. Et comme Aladdin a maintenant 2 de force, plus 2 avec le cimetière, il a un total de 4, on va aller mettre 4 jetons de points de dégâts sur la carte du prince Eric. On va ensuite comparer le nombre de jetons de points de dégâts avec la volonté de la carte. Donc ici, Aladdin a une volonté de 2 et il a seulement 1 point de dégâts. Il va donc rester en jeu. Alors que le prince Eric, lui, a une volonté de 3, mais il a 4 jetons de points de dégâts. À ce moment-là, il sera banni et placé dans la défausse de son joueur. Dans le chapitre 1 de Disney Lorcana, on retrouve aussi plusieurs mots-clés sur les cartes. On va donc couvrir les principaux d'entre eux. Premièrement, on retrouve le mot-clé Alter, qui sera toujours suivi d'un chiffre, dans ce cas-ci Alter 5. C'est un mot-clé qui nous permet de jouer des cartes très puissantes qui ont des coûts élevés, donc cette carte a un coût de 7, et ça va nous permettre de les jouer par-dessus une carte du même nom, donc ici c'est une carte d'Aladin, donc je peux la jouer par-dessus une autre carte d'Aladin, et ça va me permettre de la jouer à un coût réduit, donc je vais avoir à la jouer à un coût de 5, puisque c'est l'habilité Alter 5, je vais donc payer 5 ressources d'encre de ma réserve d'encre et je vais pouvoir placer cette carte par-dessus une carte Aladdin. On va conserver les jetons de points de dégâts qui étaient déjà sur cette carte. C'est comme si notre personnage venait de gagner des niveaux. Comme c'est une carte qu'on a jouée avec un effet alter, c'est une carte qui peut être utilisée immédiatement. Donc on n'a pas à attendre que l'encre sèche. À moins que le personnage qui est en dessous ait été aussi joué à ce tour de jeu-là, à ce moment-là, on ne pourra pas l'utiliser. Mais si la première carte d'Aladin qui est en dessous a été jouée il y a plusieurs tours, lorsque je vais jouer celle-ci avec un alter, je vais pouvoir utiliser son habileté immédiatement ou bien l'utiliser pour faire une action de défi ou une action partir à l'aventure. Maintenant, ces deux cartes sont une par-dessus l'autre, c'est seulement les statistiques et les habiletés de la carte sur le dessus qui vont compter.
Lorsque cette carte sera bannie dans un défi ou par un effet de jeu, à ce moment-là, on va placer les 2 cartes dans la défausse. Et si jamais un effet de jeu nous fait reprendre cette carte dans notre main, on va remettre les 2 cartes dans notre main. On retrouve aussi le mot-clé hors d'atteinte. Donc, une carte personnage qui a ce mot-clé ne peut pas être la cible d'un effet de jeu, sauf pour un défi. Le mot-clé insaisissable, donc lorsqu'une carte personnage possède ce mot-clé, elle ne peut pas être défiée, à moins que ce soit par un autre personnage que le mot-clé insaisissable. Un personnage avec le mot-clé charge peut faire un défi le tour où il a été placé en jeu. Un personnage avec le mot-clé combattant ne peut pas être utilisé pour partir à l'aventure et doit obligatoirement défier un adversaire s'il y en a un disponible. Le mot-clé offensif va toujours venir avec une valeur, dans ce cas-ci c'est offensif plus 2, c'est-à-dire que cette carte va avoir plus 2 à sa force lorsqu'il va faire lui-même un défi, donc lorsqu'il va défier une autre carte adverse, mais il n'aura pas ce bonus lorsqu'il va se faire défier par d'autres cartes adverses. Un personnage avec le mot-clé Mélomane va toujours avoir une valeur numérique. Dans ce cas-ci, c'est Mélomane 4. Ça veut dire que cette carte est considérée comme ayant un coût de 4 lorsqu'il vient le temps de chanter des chansons. Pour un personnage avec le mot-clé soutien, lorsqu'on va l'utiliser pour faire l'action de partir à l'aventure, il va pouvoir donner sa valeur de force en bonus à un autre de nos personnages pour le reste du tour. Et pour les personnages qui ont le mot-clé rempart, lorsqu'on va les placer en jeu, on a le choix, si on le veut, de les placer déjà inclinés. Et lorsque notre adversaire va nous défier, il est obligé de choisir comme cible les personnages remparts. Tant qu'il y en a, il ne peut pas défier nos autres personnages. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur décide de partir à l'aventure et décide de faire 3 de lore et il va arriver à 20. Donc lorsqu'un joueur arrive à 20 éclats de lore, il va gagner immédiatement la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Disney l'Arcana. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Disney l'Arcana? C'est un jeu qui fait beaucoup parler de lui présentement. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons, ce sera à vous de déterminer. Mais je vais faire ça différemment de d'habitude. Je vais commencer par faire un premier bloc dans lequel je vais vous parler de mon avis sur le jeu en tant que tel. Donc le jeu de cartes, le gameplay, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans la partie en tant que tel de jouer le jeu de cartes. Et après ça, on va faire peut-être une petite discussion sur le modèle du jeu de cartes à collectionner pour vous donner peut-être plus d'informations parce que c'est une bébite un peu à part des jeux de société traditionnels, un jeu de cartes à collectionner. Fait que je vais vous parler de mon expérience un peu. Est-ce que j'en ai acheté d'autres dans ma vie? Est-ce que j'en collectionne encore? Fait que je vais vous donner aussi peut-être mes petites recommandations par rapport à ce modèle d'affaires-là qui est très différent de ce à quoi on est habitué. Donc pour le gameplay du jeu, premièrement, évidemment les cartes sont très bien illustrées, donc j'adore le style de graphique qu'ils ont donné. Évidemment ça donne vie aux personnages de Disney, si on est fan des films d'animation et tout ça, de l'univers Disney, on va trouver évidemment tout le côté visuel très beau, donc beau travail pour la direction artistique du jeu. Pour le gameplay, je vous dirais que pour un premier set de ce jeu-là, c'est un gameplay qui est quand même assez intuitif, qui est assez simple à comprendre. J'aime aussi comment ils ont fait le système de ressources, c'est très versatile comparé à un jeu comme Magic par exemple, on sait qu'ils sont plus gros défauts. C'est évidemment le système de ressources avec les laines que tu dois mélanger dans ton deck. Mais là, la plupart des cartes peuvent être utilisées comme de l'encre, donc seulement quelques cartes qui n'ont pas le symbole d'encre, et là, ça sera toi de construire aussi ton deck en conséquence. Donc, c'est toujours intéressant la décision de quelle carte je vais devoir sacrifier pour pouvoir la transformer en ressource pour toute la partie. Je peux aussi regarder quel genre de deck mon adversaire a, essayer de réfléchir aux couleurs que lui a choisies dans son deck. Peut-être que telle carte va être moins efficace contre telle couleur, ou je devrais peut-être garder cette carte-là parce qu'elle va être super bonne plus tard. Donc c'est vraiment un choix intéressant de choisir quelle carte on veut transformer en ressource selon la partie ou selon la situation dans laquelle on se trouve. J'aime beaucoup aussi comment le mulligan fonctionne en début de partie. On sait que dans ce genre de jeu-là, notre main initiale a souvent un gros impact sur si on va gagner ou pas. Donc là, on a quand même, encore une fois, une grosse versatilité parce que je peux décider d'enlever le nombre de cartes que je veux. Je peux en enlever 5 de mes 7 cartes de départ, puis en choisir 5 autres et les remélanger après ça dans mon deck. Fait qu'encore une fois, tu n'es pas obligé de sacrifier toute ta main. Tu peux décider de garder quelques cartes, des cartes à faible coût, des cartes qui ont évidemment des symboles d'encre parce que tu veux mettre beaucoup de ressources en début de partie. Donc ça donne une belle flexibilité, encore une fois, de faire le mulligan dans ce format-là. Parmi les mots-clés qu'on retrouve dans le jeu, il n'y a rien de vraiment très innovant dans le domaine, mais un des mots-clés que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est le mot-clé Alter, qui te permet de mettre justement un alter ego plus fort sur une carte plus faible. Donc ça peut entrer en considération aussi dans ta construction de deck, parce que si tu as une carte qui coûte 7 ou 8,
peut-être que tu te rendras pas à 7 ou 8 encres, mais si tu as un personnage de plus bas niveau, tu peux mettre un tour d'avance, puis le tour d'après, tu peux mettre l'autre par-dessus. Fait que tu pourrais jouer une carte à 8, mais elle t'a coûté juste 5 ou 6, dépendamment de la valeur de son habilité alter. Puis encore une fois, c'est très thématique. C'est comme si ton personnage vient d'upgrader, vient de monter de niveau. Fait que je trouve que c'est une mécanique de jeu qui est assez le fun, puis que j'avais pas vu dans d'autres jeux. Il y a une petite twist intéressante aussi, le fait qu'on peut seulement défier les cartes qui sont épuisées, c'est-à-dire des cartes qui ont été utilisées pour faire soit leur habilité, soit que c'est des cartes qui sont parties à l'aventure, ou c'est des cartes qui ont été utilisées pour défier au tour précédemment. Donc, je trouve ça intéressant parce que la carte que tu mets en jeu, elle est redressée, donc elle ne pourra pas se faire défier le tour où tu l'as mis. Donc, tu vas pouvoir au moins l'utiliser une fois à ton prochain tour, soit pour partir à l'aventure, soit pour son habilité, avant qu'elle se fasse défier ou détruire. Oui, elle pourrait être détruite par une carte ou un effet de jeu quelconque, mais la majorité du temps, nos cartes personnages vont être détruites via les défis et on peut pas être défié le tour où on arrive parce qu'on est évidemment redressé. Fait que c'est intéressant pour les joueurs de voir que au moins je mets la carte en jeu, ben je vais pouvoir au moins l'utiliser une fois avant que l'autre puisse venir la défier. Et ça fonctionne bien avec le mot-clé rempart qui permet justement de protéger nos autres cartes parce que la carte rempart, on peut la mettre en jeu épuisée déjà, donc l'autre va être obligé d'aller défier cette carte-là avant de défier nos autres cartes. Donc ils ont bien pensé ce système-là, je trouve ça quand même bien brillant. J'aime beaucoup évidemment que les effets de jeu sont souvent thématiques avec les différents personnages qu'ils représentent et j'ai particulièrement aimé la twist des cartes chansons. Donc le fait que c'est des cartes qu'on peut jouer puis payer normalement avec des cartes d'encre, mais je peux aussi la faire chanter par un personnage en inclinant un personnage et il va chanter la chanson, donc je vais pouvoir la jouer gratuitement. Donc à chaque fois que je fais ça, j'ai comme la chanson dans ma tête. Fait que je trouve ça quand même très drôle comme mécanique de jeu. Dans les restrictions pour construire notre deck, on peut seulement utiliser 2 couleurs de cartes, donc ça nous force à réfléchir comment on veut bâtir notre deck. Je peux pas aller chercher des cartes dans les 5 couleurs, dans les 6 couleurs en fait, donc on pourrait aller chercher peut-être trop de cartes qui auraient des effets semblants, puis faire un deck qui est trop fort dans un certain aspect du jeu. Donc là, il faut faire des choix parce que chaque couleur a vraiment ses forces et ses faiblesses, donc lesquels deux je veux mélanger ensemble, quel style je veux donner à mon deck, puis même dans une même couleur, ben, on a quand même beaucoup de choix de cartes, donc il y a quand même pour une première série 34 cartes de chaque couleur, donc on a quand même une bonne versatilité dans chacune des couleurs, puis beaucoup d'options pour construire notre deck si on a évidemment acheté beaucoup de cartes. Pour les côtés négatifs du gameplay, donc premièrement, ils ont mis des petits plateaux de jeu. En fait, c'est des feuilles, là, ce que vous avez vu, où on a notre piste de lore. C'est vraiment une petite feuille qu'on mettait dans les decks de démarrage. Donc, c'est évidemment de pas super bonne qualité. On a aussi sur notre téléphone, il y a une application mobile de l'Arcana qu'on peut aller mettre le compteur de lore. Donc, c'est peut-être plus pratique que cette petite feuille-là qui va s'user rapidement. Dans les decks de démarrage, on nous donnait aussi des jetons de carton qui représentent les jetons de points de dégâts. C'est affreux comment c'est cheap ce carton-là. Donc, on aurait pu mettre des jetons de bien meilleure qualité à l'intérieur de ces petits decks de démarrage. Parlant des decks de démarrage, ils sont vraiment faits pour jouer une première partie, apprendre le jeu, mais c'est pas des decks qui sont faits pour jouer plusieurs parties puis de découvrir la profondeur du jeu parce que la richesse se trouve vraiment ailleurs. Ce sont des decks qui sont construits majoritairement avec des cartes communes. Ce sont des decks qui ont beaucoup d'exemplaires de la même carte. Donc, tu as souvent 4 cartes pareilles pour les communes. Donc, tu n'as pas tant de variété que ça au niveau des cartes et tu n'as pas des grosses synergies dans les decks de départ. Donc, souvent, tu vas jouer une partie avec le deck de départ. Puis là, à un moment donné, tu arrives à un moment donné, j'ai pas d'effets qui me font piocher des cartes ou faire des combos, différentes habiletés qui ont des bonnes synergies ensemble. Fait que là, à un moment donné, je suis à un stade de la partie que je pige une carte, je la joue, puis c'est tout. Puis je pige une carte, je la joue, j'active mes affaires. Fait qu'on dirait qu'il manque de punch dans les decks de démarrage. Fait qu'ils sont vraiment faits pour découvrir le jeu, jouer une ou deux fois avec. Après ça, ils sont faits pour être bonifiés, pour être défaits et refaits avec d'autres cartes. Donc, si vous voulez découvrir un peu la richesse, la profondeur du jeu, ça se fait en dehors des decks de démarrage. Donc, c'est vraiment juste pour apprendre le jeu. Et ça va vous prendre des boosters, ça va vous prendre plus de cartes si vous voulez justement explorer toutes ces stratégies, ces synergies-là que vous pouvez retrouver avec les combos de cartes. Je suis pas convaincu du format de 60 cartes pour un deck, 60 cartes minimum. Je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que 4 cartes pareilles, c'est beaucoup aussi. Ça devient répétitif. C'est facile à faire avec des cartes communes. Peut-être avec les cartes un peu communes, mais avec les cartes rares, ultra rares et légendaires, d'avoir 4 cartes identiques, c'est à peu près impossible, ou bien vous les avez achetées à l'unité à des prix exorbitants. Donc, je trouve que c'est plate pour justement les gens qui ont
genre une légendaire ou deux, puis t'es comme, ah, je veux ces cartes-là dans mon deck, mais là, une fois dans 60 cartes, mes chances de la sortir dans la partie sont assez faibles. Fait que je trouve ça beaucoup comme minimum de cartes. J'aurais peut-être descendu ça à 40, vu en plus que n'importe quelle carte peut être utilisée comme de l'encre, donc on n'a pas à avoir des cartes qui sont exprès pour ça, fait que j'aurais mis un peu moins de cartes minimum pour la construction du deck. Le jeu a un mode multijoueur, on peut jouer. Il n'y a pas de nombre exact de participants qu'on peut avoir, mais on le dit dans BGG qu'on peut jouer. C'est recommandé jusqu'à 6 joueurs. Honnêtement, c'est pas quelque chose que je veux découvrir en multijoueur. Il y a à peu près pas de règles qui sont différentes. Ça va juste être vraiment long. Puis évidemment, si moi j'utilise mes cartes, ben là, s'il y a 5 autres personnes qui jouent avant mon tour, ils vont tous avoir défié mes personnages, j'aurai plus rien, puis là, ça va être long, ça va s'éterniser. Pour vrai, là, je pense que c'est un jeu qui est fait à 2 joueurs. Je sais pas pourquoi ils ont essayé de le marketer qu'il y a un mode aussi multijoueur. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Quand on commence à avoir beaucoup de cartes sur notre aire de jeu, c'est pas toujours évident de se rappeler c'est quelle carte que j'ai joué ce tour-là. C'est vrai, celle-là, je l'ai jouée, je peux pas l'activer, mais je peux activer ces deux-là, puis celle-là ici. Fait que je sais pas, d'avoir une façon de différencier la carte qu'on vient de jouer pour se rappeler qu'on peut pas l'utiliser, d'avoir un petit jeton ou quelque chose qu'on pourrait mettre dessus, un jeton d'encre pas fini de sécher, comme ça on pourrait se rappeler qu'on peut pas l'utiliser. Et probablement le plus gros défaut de ce genre de jeu-là, c'est évidemment, comme j'ai dit, si on veut profiter de la richesse, de la synergie, de la profondeur du jeu, ça prend énormément de cartes et ça va coûter beaucoup d'argent. Donc c'est évidemment un modèle d'affaires qui est très cher de se procurer beaucoup de cartes. Donc c'est évidemment le gros défaut de ce genre de jeu-là. Maintenant, avant de donner ma note, je vais faire quand même un autre bloc de critique sur plutôt le modèle d'affaires qui a été choisi pour Disney l'Arcana, c'est-à-dire un jeu de cartes à collectionner qu'on appelle en anglais un TCG ou un CCG ou un jeu CC en français, un jeu de cartes à collectionner. Bref, il y a plusieurs acronymes possibles. C'est un jeu dans la même veine que Magic, qui ici on sait est très connu, qui roule depuis 30 ans. Même chose avec les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Qui ont quand même beaucoup d'années derrière la cravate. On a eu, il y a quelques années, des jeux comme Dice Master qui ont essayé ça, comme Star Wars Destinies aussi, qui ont essayé le modèle à collectionner, mais qui ont pas perduré dans le temps. Donc, c'est pas un modèle qui est facile, parce que c'est un modèle, évidemment, qui demande beaucoup d'investissement de temps et d'argent pour pouvoir bénéficier de toute la profondeur de ces jeux-là. Il y a comme 3 styles de joueurs qui vont jouer à un jeu de cartes à collectionner. Je vous dirais que le premier, c'est évidemment le collectionneur. Donc, celui qui veut ramasser toutes les cartes de la série, un peu comme les cartes de hockey qu'on avait quand on était jeune. On voulait toute la série, tous les joueurs. Ben là, c'est un peu le même principe. Il va vouloir toutes les cartes du chapitre 1, un exemplaire de chacune. Il va vouloir toutes les légendaires. Il va vouloir toutes les cartes enchantées. Donc, il va faire des échanges. Il va aller essayer d'acheter des cartes à l'unité qui lui manquent. Ou il va vendre des cartes qui en double pour se payer les cartes qui lui manquent pour finir sa collection. Fait que ça, c'est un des types de joueurs qui va se lancer dans ce genre de produit-là. Deuxième type de joueur, on va avoir ce qu'on appelle les joueurs qui sont compétitifs. On sait qu'un jeu de cartes à collectionner, ça va venir avec des modes de tournois organisés. On sait qu'aujourd'hui, les tournois de Magic, il y a des gens qui sont des pros, il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça en gagnant des tournois de Magic. Donc, ils vont essayer de mettre cette structure-là en place. Ça va venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va voir si ça va tenir la route, mais il va y avoir des joueurs qui vont être rendez-vous, des joueurs qui vont être dans le côté compétitif. Dans le côté compétitif, c'est d'essayer de faire les decks les plus forts, donc les decks un peu méta qu'on appelle, les decks qui ont les meilleures synergies de cartes. C'est souvent les cartes les plus rares, évidemment, qui auront les meilleures synergies. Donc, ça va être souvent les cartes légendaires, les cartes ultra rares. Donc, évidemment, ces joueurs-là vont aussi courir après ces cartes-là méta ou ces combos-là méta pour être sûr d'avoir 4 exemplaires de ces grosses cartes-là dans leur deck pour avoir le plus de chances de sortir ces combos-là et ces synergies-là lorsqu'ils vont faire des tournois organisés. Et le troisième type de joueurs, c'est les joueurs un peu plus casual, donc les gens qui veulent acheter des cartes et juste jouer à l'Arcana, juste jouer à un jeu de cartes avec leurs enfants, jouer à un jeu de cartes avec les gens de leur famille, avec leurs amis. Il y a des fans de Disney qui veulent se lancer dans le jeu de cartes, qui veulent jouer juste pour le fun. Mais qu'est-ce que je connais des jeux de cartes à collectionner? Est-ce que j'en ai déjà acheté d'autres dans ma vie?
comme beaucoup de joueurs de jeux de société, j'ai été un joueur de Magic quand j'étais quand même assez jeune. Donc j'ai joué de 95 à 97-18 à peu près à Magic. Donc un 2-3 ans de façon intense. Je vous dirais, j'étais vraiment le côté quasiment collectionneur, tournoi. J'essayais d'avoir des bons decks. J'achetais beaucoup de boosters à l'époque. Mais bon, j'avais genre 12 ans. C'était mon argent de poche qui passait là-dedans. J'allais acheter des boosters à la petite boutique de cartes ici à Sorel. Puis bon, je me montais des decks. J'ai même fait quelques tournois contre des adultes. J'ai même gagné un tournoi contre des adultes à un moment donné. Donc, j'étais dedans quand même assez intense. Mais j'étais quand même assez jeune à cette époque-là. Donc, j'ai joué à Magic assez intense dans ces années-là. J'ai joué un an à Yu-Gi-Oh! Quand j'étais à l'université, fait que dans les débuts des années 2000, j'avais acheté des cartes Yu-Gi-Oh! Pour le fun, pour jouer avec mon coloc, puis on était allé pour le fun aussi à un petit tournoi à Montréal, mais ça avait été pas plus que ça, j'avais juste acheté une série puis j'avais joué pour le fun comme ça. J'ai joué à des jeux de cartes à collectionner aussi en mode jeu vidéo. J'ai joué à Hearthstone pendant plusieurs années. Puis là, je joue à Marvel Snap depuis un an aussi. C'est un peu différent parce que c'est des jeux vidéo, donc il n'y a pas le côté physique d'acheter des cartes. Là, tu achètes des cartes virtuelles, tu peux quand même payer de la vraie argent pour acheter des paquets et ces choses-là. C'est un peu différent, mais en même temps, il y a des choses qui se rejoignent avec les jeux de cartes à collectionner comme l'Orcana. Donc, comme je disais tantôt, les trois types de joueurs qui vont aller s'acheter des cartes de l'Orcana, on a le collectionneur, le joueur compétitif et le joueur casual. Donc, les trois genres de joueurs vont essayer de s'acheter ces cartes-là. Mais évidemment, le fait que le système de rareté des cartes est fait ainsi, on a des cartes communes, on a des cartes peu communes, on a des cartes rares, on a des cartes ultra rares, on a des cartes légendaires et on a les cartes enchantées qui sont des cartes, dans le fond, avec des visuels alternatifs. La carte est identique, elle a la même habilité que la carte qu'elle représente, mais c'est un visuel alternatif, puis là, le logo enchanté en bas, fait que c'est encore ceux qui sont les plus rares. Fait que c'est un système à 6 niveaux de rareté. Pour vrai, je trouve que c'est un peu too much d'avoir 6 paliers de rareté dans les cartes et ça va faire évidemment un effet de spéculation assez immense sur les deux derniers paliers, donc les cartes enchantées et les cartes légendaires. On les voit popper un peu partout sur les médias sociaux. Tout le monde à peu près qui en trouve essaie de les vendre à des prix un peu élevés parce qu'on ne sait pas trop combien ça vaut encore. Tout ça est très nouveau, mais évidemment c'est ça. Ça crée ce genre de situation-là. Et le jeu, en fait, sortait en pré-release à Gen Con, où on était là. Les fils, c'était ridicule, les fils de monde qu'il y avait là. Ils donnaient une carte promo au Gen Con pour, je pense, les 100 premiers à chaque jour. Et les gens qui faisaient la file pour avoir cette carte-là étaient dans la file à partir de 6 heures du soir. Puis la salle ouvrait à 10 heures le lendemain matin. Donc, ils couchaient toute la nuit dans la salle. Ils passaient 16 heures en ligne dans la salle. Ça n'a aucun bon sens. Le 18 août, ça a été le lancement pré-officiel dans les boutiques spécialisées. Donc, on a vu apparaître les premiers produits l'Orcana en boutique le 18 août. Mais la sortie officielle est le 1er septembre. Donc, à partir du 1er septembre, on devrait en retrouver puisque c'est le lancement officiel du jeu. Par contre, depuis le 18 août, depuis qu'il y a eu la première vague en magasin, ça s'est évidemment vendu comme des petits pains chauds. Et ça s'est vendu à des prix assez fous, merci. On a vu des produits qui se sont vendus 2, 3, 4, voire même 5 fois la valeur recommandée pour ces produits-là dans certaines boutiques. Je trouve que c'est un peu too much. Je trouve que c'est à la limite malhonnête pour certaines boutiques. C'est pas que je veux pas que les boutiques fassent pas d'argent ou du profit. Je trouve que c'est une grosse vague d'opportunisme. Je trouve que les gens qui sont pas très informés, bon, des gens comme moi qui se renseignent puis qui voient un peu la valeur des choses, puis tu sais, si je vois un item à 5 fois le prix, ben c'est plate, mais j'irai pas l'acheter, puis je vais attendre qu'il y en ait à des prix abordables. Mais des gens qui sont pas habitués, des gens qui sont allés à des boutiques parce que, je sais pas, leur enfant leur a dit « Ah, il y a des cartes Disney qui sortent, mais on s'en achète-tu pour jouer ensemble? » Puis là, le parent fait que « Ah oui, ça serait le fun de jouer ensemble, s'en va là-bas, il achète ça à 5 fois le prix. » Il sait pas, lui, c'est quoi le prix régulier. Tu sais, est-ce que la boutique lui dit ouais, on les vend plus cher parce que là, il y a une espèce d'effet de rareté, puis là, c'est le gros hype, mais ça va redescendre dans 3 mois. Est-ce que la boutique a cette transparence-là? J'ai des doutes. Donc, je trouve ça bizarre comme situation.
Puis je veux féliciter les boutiques qui ont gardé des prix décents pour leurs clients puis qui leur ont offert les produits Lorcana à des prix qui étaient vraiment le fun. Pour vous donner une idée, des boosters, donc ça devrait tourner autour de 8-9$. Donc si vous voyez des boosters à 15-20$, oui, on a vu ça au Québec dernièrement, ben achetez pas ça, laissez-les là, puis attendez, puis il va finir par en avoir d'autres. On avait les decks de démarrage qui valent à peu près 25$ en magasin. Il y en avait à 40, 50, 60$ à certaines places. Allez pas en acheter à ces prix-là, ça vaut pas la peine. On avait le Super Gift Box qui vaut à peu près 40$, ou on voyait dans certains magasins à 100, 150$. Puis on avait le fameux Trove Chest, l'espèce de boîte avec des petits coffrets pour mettre nos decks, puis on mettait les decks dans le coffret. Donc c'est super cute, beau petit produit, mais évidemment il y en a peu en grande quantité, et c'est quelque chose qui se détaillait à 60-65$, et on l'a vu dans des boutiques à 200-300$. Ah, ça m'a fait mal au cœur un peu, pour vrai. Là. Donc, si vous avez vu ces produits à ces prix exorbitants-là, ben c'est plate, mais laissez-les sur les tablettes. Allez pas les acheter, parce que ça vaut pas ça. Ça vaut pas ça. Attendez que ça descende. Ça va descendre normalement après le 1er septembre. Il devrait y avoir une autre vague. J'imagine que ça va quand même se vendre vite, mais au moins, il devrait en avoir un peu plus de disponibles. Arrêtez de dire que vous êtes obligé de les acheter. Là. Arrêtez de dire qu'on vous influence à aller acheter un produit parce qu'on trouve que le jeu est bon et qu'on en parle en bien. Au final, c'est vous qui allez acheter vos produits. C'est vous qui allez en magasin. C'est vous qui allez les payer. Fait que prenez un peu votre responsabilité sur les épaules, puis si vous voyez des produits trop chers, ben dites non. Dites, je vais attendre, je vais aller ailleurs, je vais faire d'autres choses. Ou je vais acheter un jeu de société, vous faites d'autres choses avec votre argent, je sais pas. C'est un jeu de cartes à collectionner aussi, donc il va avoir un format ils vont sortir dans le fond des chapitres, plusieurs chapitres à chaque année. Je pense qu'ils vont en sortir 3 ou 4. Donc, c'est-à-dire qu'à tous les 3-4 mois, il va y avoir un nouveau chapitre qui va arriver avec, je sais pas, 100, 200 nouvelles cartes. Donc, il va y avoir des extensions, si on veut, qui vont sortir plusieurs fois par année, qui vont avoir le propre booster, des fois des propres decks de démarrage ou des trucs comme ça. Donc, c'est le genre de format d'un jeu de cartes à collectionner. Donc, c'est sûr que si vous embarquez et vous dites « Moi, je veux collectionner toutes les cartes », mais il faut que tu saches qu'à tous les 3-4 mois, tu vas avoir une nouvelle série de 200 cartes encore. Tu vas voir que tu rachètes des paquets, que tu refasses des échanges, que tu rachètes des cartes à l'unité. Donc, c'est à toi de te mettre ton propre frein avec ça. Si tu veux jouer, exemple, de façon casual, ben peut-être que tu vas acheter le chapitre 1, le chapitre 2, puis qu'après tu vas dire, ben là, j'ai assez de cartes, je vais garder mes cartes que j'ai, puis quand ça nous tente, on sort nos decks, puis on joue à Lorcana, puis on a beaucoup de plaisir. Il n'y a rien qui t'oblige à acheter tous les chapitres qui vont sortir. Si tu veux juste jouer au jeu, tu as juste besoin d'un ou deux chapitres peut-être pour un peu plus de variété. Mais après ça, tu peux arrêter là. Arrêtez de dire que vous êtes obligé d'acheter tous les chapitres si vous commencez à en acheter une fois. Un petit peu de volonté là, les amis. Donc j'espère que c'est quelques petites informations intéressantes que vous avez pu apprendre sur les jeux de cartes à collectionner, que vous sachiez un peu ça ressemble à quoi si vous décidez d'embarquer ou pas dans le jeu. Donc vous pourrez nous laisser en commentaire ce que vous pensez du jeu justement, est-ce que vous avez joué, est-ce que vous avez aimé ça, est-ce que vous aimez pas le modèle des jeux de cartes à collectionner. Pour moi, ça me laisse un peu froid comme modèle d'affaires. C'est garanti que j'achèterai pas tous les chapitres de ce jeu-là, même si j'ai acheté le chapitre 1, que j'ai acheté beaucoup de cartes parce que j'étais plus curieux de l'essayer. L'ancien joueur de Magic en moi avait cette curiosité-là. Le jeu, je le trouve le fun. Pour vrai, je le trouve bien sympathique. Il y a ses petites twists à lui. La petite twist avec les chansons. La petite twist d'avoir les personnages de Disney. La petite twist aussi de... C'est pas, on n'attaque pas les points de vie de l'autre, mais on essaie de faire cette course-là, de se rendre à 20 points de vie. Ça a l'air d'être pareil, mais c'est un peu différent. Il y a le fait de choisir les cartes qu'on veut défier, mais on peut juste défier les cartes qui sont épuisées, qui ont été utilisées. Il y a quand même plusieurs mots-clés intéressants. Il y a plusieurs synergies le fun aussi qui se font à l'intérieur des cartes. Mais ça nous prend des cartes pour pouvoir avoir du fun avec le jeu, je trouve, pour aller chercher un peu la profondeur, la stratégie, les synergies des cartes. Ça nous prend un bon bassin de cartes et pour ça, ça demande quand même un gros investissement d'argent. Somme toute, je vais pour l'instant donner une note de B au jeu. Donc, j'ai trouvé bon, j'ai trouvé sympathique, j'ai aimé le jouer. Le joueur de cartes en moi a aimé le jeu puis a passé des bons moments. Puis je veux continuer de l'explorer. Peut-être avec le chapitre 2,
Mais je garantis pas que je vais continuer au-delà de ça parce que c'est pas un modèle d'affaires que moi je veux encourager à long terme. Donc ça sera ça pour moi pour Disney Lorcana. Et comme je disais, soyez patients si vous voulez en acheter. Allez pas les acheter à des prix 5 fois la valeur de ce que les items valent. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc attendez d'avoir ça à des prix raisonnables. Allez voir vos petites boutiques de quartier. Puis demandez-leur quand ça va revenir en stock à des prix adéquats que vous allez pouvoir vous procurer quelques cartes. Et je veux voir des photos ou des commentaires de gens qui ont joué avec leurs enfants. J'en ai vu un ce soir, quelqu'un qui est en train de jouer avec sa fille, qui lui a donné toute une volée avec son deck de princesse. C'est le genre de pose que je veux voir quand on parle de l'Arcanus. Pour moi, c'est un jeu qui va peut-être rassembler des générations, qui va rendre le jeu de cartes un peu plus accessible. Même si ça le fait dans un modèle que je trouve un peu bizarroïde, que je veux pas nécessairement adhérer au modèle des jeux de cartes à collectionner, je pense que c'est un jeu qui peut quand même faire découvrir l'univers du jeu à beaucoup de gens. Donc l'Arcana, jeu qui laisse personne indifférent, donc n'hésitez pas à nous laisser vos impressions dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez du jeu si vous l'avez essayé, sinon vous pouvez nous parler de ce que vous pensez des jeux de cartes à collectionner, tant qu'on reste évidemment poli dans nos avis, de respecter ceux qui ont des avis un peu différents des nôtres, mais on aimerait ça vous entendre en discussion. Évidemment, c'est un jeu qui fait couler beaucoup d'encre. Et oui, on fait couler de l'encre pour jouer nos cartes. Bon, voilà, David, t'es fatigué, c'est la rentrée scolaire cette semaine. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne accès à notre communauté Discord. On a d'ailleurs un salon Lorcana sur le Discord pour évidemment essayer de faire des échanges et discuter du jeu ensemble entre passionnés. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez.